La réserve de la marine américaine ou flotte en réserve est techniquement quelque chose qui existe presque depuis la création de la marine américaine elle-même, mais officiellement, de manière vraiment organisée, c'est en fait un développement relativement récent. Au début de son histoire, la marine américaine a en fait connu une brève période de non-existence car après la guerre d'indépendance, dans l'une des nombreuses phases qui se produiraient après la conclusion d'une guerre, le Congrès a décidé qu'il n'avait clairement pas besoin d'une marine et donc le financement a été réduit à plusieurs reprises à un minimum ou dans ce cas particulier, pratiquement inexistant. Cependant, il s'est avéré que, vous savez, avoir besoin d'une marine était en fait une chose, et en quelques années, le Congrès a dû construire un tas de nouvelles frégates, dont certains noms, Constitution, Constellation, Chesapeake, Président, etc., peuvent être quelque peu familiers aux auditeurs de cette chaîne. Et donc, après la quasi-guerre avec la France et la gestion des pirates de la côte barbaresque, la marine américaine s'est retrouvée pour la première fois de son existence avec des navires que le Congrès n'était pas prêt à payer pour maintenir en service actif, et donc ils ont dû être mis en réserve. Le processus de mise en réserve prête à l'emploi des navires afin de pouvoir les réactiver assez rapidement plus tard n'était pas une chose inconnue à l'époque. Les deux grandes marines de la Grande-Bretagne et de la France de cette période avaient une bonne quantité d'expertise dans ce domaine, les Britanniques en particulier. Quand il s'agissait des grands navires de ligne et même des frégates plus petites, le processus était le suivant. Vous ameniez le navire au dock, vous enleviez les mâts, vous enleviez les canons, vous recouvriez les écoutilles les plus évidentes, généralement avec de petits abris ou quelque chose de similaire, vous scelliez les ports de canon, puis vous preniez la coque et enleviez toutes les fournitures qui étaient à l'intérieur, poudre à canon, nourriture, etc. Puis vous le remorquiez jusqu'à un estuaire, un bassin, un port ou similaire, et vous l'amarreriez simplement. Ceci était appelé laisser un navire en ordinaire. Un petit équipage serait conservé à bord ou, dans le cas de grands nombres de navires, peut-être partagés entre plusieurs vaisseaux, et leur travail consistait simplement à faire le tour des vaisseaux chaque jour et à surveiller les fuites et les défauts majeurs tels que la pourriture. Si ceux-ci se produisaient, les réparer, essayer de ne pas renverser de bougies et mettre le feu à l'objet, et occasionnellement amener un chien râtier pour éliminer les nuisibles. Les fournitures seraient évidemment réaffectées aux navires qui étaient encore en service actif, les canons seraient débarqués et stockés séparément, et les mâts et les vergues seraient soit réaffectés à d'autres navires en service, soit potentiellement mis de côté car ils étaient assez précieux. Une fois la guerre revenue, vous remettriez simplement le navire en cale sèche, le rééquiperiez de tous ses canons, le réapprovisionneriez, ce qui pourrait être fait en un temps relativement court, et la tâche la plus importante était généralement de remettre les mâts une fois qu'il était gréé et rééquipé, ce qui pourrait prendre un peu de temps, mais dans le grand schéma de la vitesse de la guerre et des tensions croissantes qui conduiraient à la guerre à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, cela n'était pas une énorme imposition sur la sécurité nationale, et ensuite, le navire serait prêt à recevoir un équipage et à repartir. Cela nécessitait cependant un degré significatif d'infrastructures sous-jacentes, tant en termes de grues à terre et de navires-grues, de chantiers navals, de bassins avec infrastructures d'équipage et d'hébergement à proximité, de zones de stockage pour l'armement et autres, et donc tandis que la Grande-Bretagne, qui était périodiquement en guerre avec une partie ou la totalité du reste du monde pendant une grande partie des années 1700 et du début des années 1800 avait une assez bonne raison de garder de grandes quantités de navires en réserve et de les faire entrer et sortir de réserve de manière assez régulière. La marine américaine était beaucoup plus petite, mais n'avait toujours pas un degré d'infrastructure comparable et, contrairement à la Royal Navy, qui maintenait encore une force relativement active, même en temps de paix et recevait le financement pour cela, la marine américaine avait à peine 2 sous à frotter par moment. En conséquence, le processus de l'âge de la voile pour conserver les navires en réserve dans la marine américaine
étaient quelque peu improvisés au mieux. Parfois, un navire serait mis en ordinaire en suivant la procédure correcte et complète, mais plus souvent, le navire serait simplement remorqué jusqu'à un quai ou une bouée ou juste un mouillage, une quantité minimale de choses enlevées, généralement les fournitures périssables et parfois quelques-uns des canons, et juste laissés là. De temps en temps, des gens allaient vérifier, mais on ne prenait pas énormément de soin à l'entretien, ce qui signifiait que la question de savoir si un navire était apte à l'usage à un moment donné dans le futur, quand il était nécessaire, dépendait largement de la chance du tirage au sort. Dans quel état était le navire lorsqu'il a été mis en réserve? À quel point l'équipage de réserve assigné était-il consciencieux? Quel temps faisait-il dans la zone où il avait été mis en réserve? Et à quel point le navire avait-il été bien scellé, s'il avait effectivement été scellé? Dans un port avec un climat décent et sans aucune tempête majeure entre-temps, la mise en réserve à court terme des navires pourrait fonctionner à peu près de cette manière, et en effet, les 6 frégates originales, ou du moins celles qui ont survécu à la guerre de 1812, feraient des allers-retours entre la réserve et le service actif pendant une grande partie du début du XIXe siècle. Cependant, les navires qui étaient mis en stockage à long terme, ce qui inclurait finalement certaines des frégates et aussi la plupart de la flotte américaine de navires de ligne, certains d'entre eux passant directement du chantier naval à la réserve pour de longues périodes, devaient endurer le lancer de dés en utilisant tous les facteurs ci-dessus pendant des années, sinon des décennies, et cela pourrait entraîner des résultats très variables. Le United States Ship Constitution, par exemple, est sorti d'une période relativement longue en réserve dans un état assez raisonnable. Il avait besoin d'un peu de travail, mais rien de trop pénible. Pendant ce temps, l'un de ses navires jumeaux à proximité était également sorti de réserve en réponse aux mêmes intentions d'escalade, sauf qu'il a été découvert que le pauvre vieux navire était tellement pourri qu'il était totalement impraticable pour la réactivation, et le seul choix était de le démanteler et de récupérer ce que vous pouviez. Les navires de ligne américains faisaient face à des problèmes similaires. Certains d'entre eux, comme le United States Ship Independence, ont fini par servir dans la marine pendant près d'un siècle. Il faut admettre que la majeure partie du temps passé par l'indépendance dans la marine n'a pas été en tant que navire de guerre en première ligne, mais plutôt en tant que navire de stockage ou d'hébergement, mais elle est restée fonctionnellement intacte pendant la majeure partie de cette période, alors que d'autres navires de ligne construits juste après, elle passerait la grande majorité de leur vie en réserve technique et seraient ensuite démantelés parce qu'ils se sont trop dégradés. D'autres encore, malheureusement, finiraient par être brûlés soit sur la cale parce qu'ils n'avaient pas été terminés, soit dans leur état de réserve lorsque le chantier naval de Norfolk a été pris par l'armée confédérée au début de la guerre civile américaine. En parlant de ce conflit, c'était à peu près la prochaine fois que la marine américaine a subi une expansion majeure pour des raisons évidentes. À la fin du conflit, cependant, la marine américaine s'est retrouvée avec une embarras de richesses en matière de navigation. Certes, une grande partie avait été prise en service marchand et il était relativement facile de la rendre à ce service, mais il y avait un mélange de navires de guerre d'avant la guerre civile ainsi que de grands navires de guerre construits pendant la guerre civile, de petits navires de guerre et bien sûr des cuirassés principalement sous forme de moniteurs, et une fois de plus, le Congrès a décidé qu'il n'avait plus besoin d'une marine. Bien que la réduction du budget ait été à nouveau massive, la marine américaine disposait d'un peu de marge de manœuvre pour réduire la taille de la flotte, car les navires de guerre d'avant la guerre civile pouvaient pour la plupart être démantelés ou vendus à d'autres pays, et de même certains des premiers moniteurs et autres navires construits pendant la guerre civile étaient soit tellement usés qu'ils devaient être démantelés, soit en raison de l'évolution rapide de la technologie et de la conception des navires pendant la guerre, ils pouvaient être vendus à d'autres marines sans grand risque pour la sécurité des États-Unis. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de moniteurs de l'époque de la guerre civile américaine se retrouveraient de différents côtés dans divers conflits en Amérique du Sud au cours des décennies suivantes. Mais cela laissait encore la marine américaine avec plus de navires qu'elle ne pouvait se permettre de maintenir en service, et donc beaucoup d'entre eux sont passés en réserve, tandis que leurs coques en fer, ou du moins renforcées en fer,
était de bien des façons quelque peu plus durable que les anciens navires de ligne. Lorsqu'il s'agissait de résister aux intempéries et à certaines formes des éléments, ils étaient généralement laissés dans un état assez similaire à celui des anciens navires de ligne et des frégates avant la guerre civile américaine, et donc des taux similaires d'attrition aléatoire frapperaient les navires qui étaient laissés dans cet état. Certains d'entre eux, comme le Kearsarge, vainqueur relativement célèbre de la bataille contre le Raider confédéré Alabama, entreraient et sortiraient de la réserve sur une base semi-régulière, car autrement c'était un navire de patrouille relativement utile et économique à exploiter. Le Hartford, qui avait bien sûr été le navire amiral de l'amiral Farragut lors de la bataille de la baie de Mobile, a fini par passer 4 ans en réserve de 1868 à 1872 avant d'être remis en service, puis remis en réserve de 1890 à 1899. En partie à cause de l'âge et en partie à cause des efforts continus et nonchalants faits pour préserver les navires qui étaient en réserve, Hartford a dû passer les 5 dernières années du 19e siècle à être largement reconstruit. Elle poursuivra plus tard une carrière en tant que navire-école avant d'être finalement mise au rebut en étant laissée à se détériorer dans les années 50, mais au moins en termes de durée de vie globale, elle était l'une des chanceuses. Une autre méthode pour garder les navires en réserve, pour ainsi dire, était une caractéristique particulière de la marine américaine dans cette dernière partie du XIXe siècle et mérite d'être mentionnée ici. Cela impliquait des navires qui avaient été sur les stocks. Ils n'avaient pas tout à fait été terminés dans certains cas, ils venaient à peine d'être posés lorsque l'argent du Congrès s'est tari. Comme il représentait les conceptions les plus récentes et les plus grandes, du moins à l'époque, la marine américaine était quelque peu réticente à les démanteler sur les stocks où ils pouvaient l'éviter, avec l'idée qu'espérons qu'en quelques années, le Congrès verrait raison et ils obtiendraient assez d'argent pour les terminer. Eh bien, cela s'est avéré être un espoir déçu, et les années ont passé, et le navire est resté dans les stocks, et les matériaux sont restés sur les quais, et on n'a pas fait grand-chose à leur sujet, et au fil des années, il est devenu de plus en plus évident que ce qui avait été la conception la plus récente et la plus grande au milieu des années 1860 était 5, 10, 15 ans ou plus tard, n'était plus vraiment compétitif. Mais comme ils étaient techniquement une forme de navire de réserve et pouvaient théoriquement être achevés en relativement peu de temps si les États-Unis avaient à nouveau besoin de plus de navires, la marine américaine a décidé qu'il fallait faire quelque chose à ce sujet. Et donc un grand stratagème a été concocté. Le Congrès, lorsqu'il l'a découvert, était bien sûr très agacé, mais ils ne l'ont découvert que bien plus tard. Et ça s'est passé comme ça. L'argent serait alloué pour des réparations sur les navires qui étaient en stock, car bien sûr, vous savez, ils se détériorent, ils ont été laissés de côté pendant des années, et cet argent irait au chantier naval, et oui, le travail commencerait sur ce qui ressemble à la structure squelettique d'un navire, mais en réalité, ce qui s'était passé, c'est qu'un nouveau navire avait été conçu discrètement en arrière-plan, complètement différent du navire qui avait été initialement en construction. En réalité, ce qui se passait, c'est que le navire sur les stocks tel qu'il était démantelé et un tout nouveau navire, en partie fabriqué à partir des matériaux préstockés et utilisant la plaque nominative existante, était construit à sa place. Ainsi, au cours des années 1870 et 1880, un lent filet de navires de la marine américaine entrerait en service tout neuf, prétendument le même navire qui avait été mis en chantier soit à la fin, soit juste après la fin de la guerre civile, mais pour quiconque avait une paire d'yeux fonctionnels qui se donnait la peine d'aller les regarder, c'était clairement un navire quelque peu différent de celui qui avait été initialement commandé. Malheureusement, lorsque le Congrès a eu vent de la situation, il a réussi à mettre fin à certains des derniers navires de ce lot, qui étaient presque au stade de l'achèvement. Mais vous savez, c'était une manière assez créative de transformer ce qui avait été un navire de réserve obsolète en un navire de réserve potentiellement un peu plus moderne. Et ce speedrun nous amène à la prochaine grande construction de la marine américaine. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la marine américaine essayait de s'affirmer comme, sinon l'une des principales puissances, au moins l'une des grandes puissances du monde.
La construction de la flotte de Prey Dreadnought a mené au voyage de la Grande Flotte Blanche. Avec le voyage de la Grande Flotte Blanche accompli, ils sont rentrés chez eux pour trouver des dreadnoughts en construction, et bien que le Congrès gardait encore un pied assez ferme sur la gorge des finances de la marine américaine, ils construisaient au moins encore leur flotte de cuirassés, bien que quelque peu lentement par rapport à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne, mais grâce à leur non-participation directe à la Première Guerre mondiale jusqu'en 1917 et à leur éloignement des champs de bataille réels, la marine américaine a pu poursuivre son programme de construction de cuirassés pendant la majeure partie des années 1910, où les deux autres grandes marines avaient été contraintes de ralentir ou de suspendre les leurs. Puis, en 1916, les vannes du financement se sont ouvertes et soudainement des navires étaient construits à gauche, à droite et au centre. Les navires de ligne et les destroyers américains étaient prêts, mais la marine avait négligé le croiseur jusqu'au lancement de la classe Omaha dans les années 1920. Mais bien sûr, toutes les bonnes choses ont une fin, et avec un changement de gouvernement qui était quelque peu moins tourné vers l'extérieur, couplé à la conclusion du traité naval de Washington, les États-Unis se sont retrouvés avec un vaste éventail de navires qu'ils venaient tout juste de terminer la construction et aucun montant particulier de financement pour les maintenir en service actif, et en effet, le changement de gouvernement reflétait un changement de volonté politique générale du peuple américain et une tendance plus isolationniste était en hausse, et ainsi les États-Unis avaient un choix. Ils pourraient soit démanteler un très grand nombre de navires qui étaient relativement modernes ou qui avaient au moins été construits relativement récemment, en plus de démanteler les navires plus anciens et plus obsolètes, soit ils pourraient se montrer sérieux à propos des flottes de réserve. Techniquement parlant, une flotte de réserve de l'Atlantique et du Pacifique avait été formée en 1912, mais avec l'accumulation associée à la Première Guerre mondiale, elle n'avait pas été massivement utilisée. Des politiques et des procédures ont donc été élaborées sur la manière de désactiver, de stocker et de préserver correctement la nouvelle flotte de navires de guerre en acier, et pour la plupart, elles ont été promptement ignorées. Bien que certaines procédures aient été mises en place, la grande majorité ne l'ont pas été, et nous reviendrons plus tard dans cette vidéo sur ce qu'elles étaient lorsque nous parlerons du moment où, vous savez, la marine américaine a réellement commencé à suivre ces procédures, mais indépendamment, au début des années 20, d'énormes radeaux de navires ont commencé à se former dans diverses bases de réserve, principalement composées de destroyers de classe Weeks et Clemson, à peine sortis des stocks, et dans un mouvement quelque peu similaire à la flotte américaine d'après-guerre de 1812, certains d'entre eux se déplaçant effectivement directement du chantier naval aux unités de réserve au lieu de suivre les procédures qui avaient été établies comme mentionné plus tôt. Ils ont été frappés d'une grande quantité de peinture de conservation à base de minium conçue pour éloigner la rouille, d'où l'appellation la flotte de minium. Et d'énormes quantités de graisse d'emballage ont été étalées sur diverses pièces mobiles, principalement la machinerie et autres, dans l'espoir que cela garderait ces pièces relativement délicates, à l'abri de l'humidité et donc capables d'être réactivées à un moment donné dans le futur quand elles seraient nécessaires. Bien que cela représente une amélioration significative par rapport aux efforts précédents pour préserver les navires qui étaient en formation de réserve, cela n'était toujours pas complètement à la hauteur, et cela se montrerait plus tard, mais entre-temps, cette politique a apporté pas mal d'avantages à la marine américaine. En tant que marine qui n'avait auparavant pas eu autant de destroyers à sa disposition, mais à la fin des années 1920, ils ont découvert qu'un total de 60 de leurs destroyers, encore plus qu'ils n'en possédaient pour une bonne partie du début du XXe siècle, avaient des chaudières douteuses. Dans un temps précédent, cela aurait essentiellement signifié de démanteler toute la flotte de destroyers et de recommencer. Mais à l'époque des grandes flottes de réserve, cela signifiait simplement d'identifier les 60 destroyers de classe Weeks et Clemson en meilleur état qui étaient en réserve, de démanteler ceux qui n'étaient pas satisfaisants et de sortir ces autres de la réserve. Maintenant, pour être juste, des choses comme l'armement, la superstructure et d'autres pièces recyclables utiles des navires douteux ont été retirés et dans certains cas utilisés pour remplacer des pièces qui s'étaient détériorées sur les navires de réserve
Mais globalement, en l'espace d'environ 6 mois, 60 destroyers ont été complètement recyclés et intégrés à la flotte américaine. Le coût de l'entretien et de la préservation de ces destroyers était nettement inférieur à ce qu'il aurait coûté de construire 60 nouveaux navires. Les cuirassés et les croiseurs ont également fait des allers-retours dans les formations de la flotte de réserve pendant les années 20 et 30, bien que tous n'aient pas eu la même peinture au plomb rouge et les mêmes quantités massives de graisse attachées à eux comme l'avaient fait les destroyers, car certains d'entre eux étaient simplement mis en réserve pour quelques années en attendant une opportunité de recommissionnement et auraient donc proportionnellement moins de choses faites à eux. D'autres, notamment certains des plus vieux navires, comme les derniers pré-dreadnoughts, entreraient en réserve profonde et recevraient un traitement similaire à celui de l'essaim de Wickes et Clemson, qui encombrait 2 baies entièrement distinctes. L'une à Philadelphie, qui servait en quelque sorte de réserve pour la flotte de l'Atlantique, et l'autre à San Diego, qui était la réserve pour la flotte du Pacifique. Au moment où la Seconde Guerre mondiale commençait à prendre forme en Europe, il y avait seulement 110 destroyers en réserve pour la marine américaine et avec un état d'urgence national limité déclaré en 1939, 40 d'entre eux seraient immédiatement réactivés et remis en service, tandis que, évidemment, les 60 meilleurs avaient déjà été mis en service à la fin des années 20, les 40 suivants seraient le prochain meilleur ensemble de destroyers, et c'est là que les problèmes ont commencé à apparaître. Parce que tandis que la peinture et la graisse avaient empêché la détérioration de certains navires, cela n'avait pas été égal de quelque manière, forme que ce soit. L'un des destroyers qui avait été réactivé dans cette première vague était l'United States Ship Greer et il deviendrait le premier navire américain à s'engager dans un combat actif avec un navire allemand, car bien que Pearl Harbor n'ait pas encore eu lieu à l'automne 1941, le Greer s'est mis à lancer des charges de profondeur sur un sous-marin allemand qui avait tiré sur le navire en premier. Des 70 destroyers restants en réserve, 50 autres seraient transférés à la Royal Navy dans le cadre de l'accord de navire pour base, et ceux-ci étaient en partie par processus d'élimination et en partie par choix délibéré, ceux qui étaient dans le pire état de tous. La marine n'était généralement pas satisfaite des 2 recommissions qui ont eu lieu en 1940 et 1941 pour eux-mêmes et pour les Britanniques. À ce stade, certains de ces navires étaient en réserve depuis 2 décennies et en théorie étaient conservés dans l'un des 3 états de préparation, un état qui pourrait permettre aux navires d'être réactivés en 1 mois, en 2 mois ou en 3 mois, mais lors de la réalisation de ce lot spécifique de réactivation, il a souvent été constaté que vous pouviez multiplier n'importe laquelle de ces estimations par un facteur de 3 et arriver à ce qu'il faudrait réellement pour remettre ce navire particulier en service. Il y avait des problèmes de moisissure sur à peu près tout ce qui était organique et de rouille sur tout ce qui était inorganique. Au cours de 2 décennies, la graisse avait progressivement soit séché, soit usé, ou la peinture au plomb rouge s'était écaillée ou s'était détériorée au soleil, et ils ont trouvé des machines qui avaient été gelées sur place, rouillées ou peut-être complètement inutilisables parce que des pièces organiques comme des cadrans qui avaient des faces en papier avaient pourri, et bien sûr vous savez que certains de ces navires avaient un équipement qui était complètement à la pointe pour 1920 pas, tellement pour 1940. Reconnaissant qu'ils étaient pour certaines escortes de convois d'urgence, les Britanniques ont renvoyé une liste extensive de problèmes qui comprenaient, mais n'étaient pas limités à des fuites dans la coque où le blindage de la coque s'était détérioré au point de rouiller complètement, des cloisons également rouillées, et des superstructures qui n'étaient plus étanches encore une victime de la rouille, un peu déséquilibrées et sujettes à des déplacements inquiétants, et des embardées dans les états de la mer. Des systèmes électriques et de plomberie qui avaient corrodé avec, vous savez, parfois des résultats mortels et parfois nauséabonds, et beaucoup de machines qui avaient été effectivement faites pour fonctionner à peine et qui tombaient très rapidement en panne.
Alors qu'aucun de ceux qui n'ont pas été perdus lors d'opérations de combat actives n'ont été démantelés pendant la guerre, ils ont été démantelés presque immédiatement après la guerre, et dans la dernière partie de la Seconde Guerre mondiale, ils se retrouvaient souvent à servir uniquement dans des rôles de formation ou autres rôles secondaires, alors que les tâches d'escorte de convoi étaient reprises par des escorteurs de destroyers, des frégates, des sloops et des corvettes d'un design quelque peu plus moderne. Cependant, tout n'était pas si sombre. Ces problèmes avaient certes mis en évidence de nombreux problèmes, mais cela signifiait que le département de la Marine était maintenant très conscient des politiques qui n'avaient pas été suivies et des choses qui pourraient être faites mieux maintenant que la technologie avait progressé puisqu'il s'était écoulé 2 décennies depuis la création de la flotte de réserve principale. Les politiques et procédures qui avaient été rédigées pour les désactivations des années 20 ont été rafraîchies et améliorées, et de nouvelles procédures et politiques ont été rédigées, y compris la nécessité d'inspections plus fréquentes, qui a été identifiée comme l'un des principaux échecs des efforts de préservation d'entre-deux-guerres. Fait intéressant, dès 1943, malgré le fait que la guerre était encore très présente, le département de la Marine avait déjà commencé à faire certains plans pour la transition de la flotte de la guerre à la paix, et en mai 1944, encore presque 1 an et demi avant la victoire finale, il commençait à commander, acquérir et stocker des matériaux et des équipements qui seraient nécessaires pour mettre de nombreux, très nombreux navires en réserve. L'ordre initial supposait qu'il devrait mettre 1000 navires dans les nouvelles flottes de réserve. Prévoyant de le faire à un rythme d'environ 100 navires par mois, soit environ 3 navires par jour, il faudrait encore presque 1 année pour désactiver le nombre de navires qu'il pensait devoir faire, et bien sûr, vers le milieu de l'année 45, ils envisageaient même plus de navires que cela. Alors qu'au XIXe siècle, en général, les navires de réserve de la marine avaient été placés efficacement dans les arsenaux navals ou occasionnellement à proximité des arsenaux civils, efficacement rangés dans un coin où ils ne gêneraient pas, et à partir des années 1910, 2 ressources assez importantes à San Diego et à Philadelphie avaient été les principales zones de stockage. Il était assez clair qu'aucun de ces endroits ne pouvait supporter quoi que ce soit de proche de la quantité et de la taille des navires qui allaient arriver pour désactivation une fois la Seconde Guerre mondiale enfin terminée. Et donc, de l'espace a été dégagé dans des endroits aussi éloignés que Bremerton, Philadelphie, bien sûr, Mare Island, Boston, Charleston, Bayonne, Green Grove Springs et plusieurs autres endroits en plus. Ils auraient besoin de l'espace et des matériaux. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la marine américaine avait presque 2 douzaines de porte-avions de flotte en service et d'autres en route, une petite série de porte-avions légers, des dizaines de porte-avions d'escorte, presque 2 douzaines de cuirassés, 2 supercroiseurs de classe Alaska, presque 2 douzaines de croiseurs lourds, 4 douzaines de croiseurs légers, presque 400 destroyers, presque autant de destroyers d'escorte, presque 250 sous-marins, et c'est avant de descendre dans des navires plus petits, des navires d'entraînement et bien sûr les énormes forces amphibies que les États-Unis avaient rassemblées au cours de la guerre. Le plan de la marine américaine était en fait de maintenir 3 flottes distinctes. Une flotte active, une flotte de réserve prête qui devrait être maintenue dans un état de préparation, telle qu'elle pourrait essentiellement naviguer pour l'action dès que vous pourriez embarquer des équipages, et ensuite une flotte de réserve profonde qui prendrait un certain temps à activer. L'idée était que la flotte active serait composée de la classe Iowa, 13 porte-avions composés du meilleur de la classe Essex plus les Midway, 13 porte-avions d'escorte faisant principalement du travail de guerre anti-sous-marine, 8 croiseurs lourds, 20 croiseurs légers, 139 destroyers, 40 destroyers d'escorte, 90 sous-marins et tous les navires auxiliaires nécessaires pour la soutenir. La flotte de réserve prête à partir à tout moment serait composée des North Carolina et des South Dakota, 5 porte-avions de flotte supplémentaires, 9 croiseurs lourds, 9 croiseurs légers, 36 destroyers et un certain nombre de petits navires. Tout le reste qui n'était pas désespérément obsolète ou trop endommagé et usé pour être d'une quelconque utilité serait coincé dans la flotte de réserve profonde. Vous pouvez voir d'après le nombre impressionnant impliqué
pourquoi les États-Unis pouvaient se permettre de dépenser plusieurs anciens cuirassés dans des tests comme l'opération Crossroads. Ils avaient simplement une embarras de richesse. Mais même ces navires de réserve profonde étaient censés être disponibles pour une réactivation à, au mieux, quelques jours de préavis, après l'arrivée des équipages, au pire, quelques semaines de préavis. Afin d'assurer ce niveau de préservation, les procédures qui avaient été établies étaient les suivantes. Chaque navire qui devait être mis en réserve devait d'abord faire l'objet d'une révision minutieuse afin que tous ses équipements, en particulier les systèmes de propulsion, soient considérés en bon état de fonctionnement. Tous les stocks et pièces de rechange seraient inventoriés et débarqués pour un stockage à terre. Les déficiences restantes en équipements et machines seraient notées pour informer les équipages de réactivation des navires sur les points d'attention. Toute la peinture existante serait grattée et une nouvelle couche de peinture anti-rouille fraîche serait appliquée. Les navires seraient ensuite complètement scellés et du matériel de déshumidification serait installé à l'intérieur des navires pour maintenir l'humidité ambiante globale à moins de 30%. Ils seraient ensuite déplacés vers les différentes zones d'ancrage de réserve soigneusement préparées où des équipages dédiés surveilleraient les navires quotidiennement. Malheureusement, ce processus bien préparé a rencontré deux problèmes majeurs. Comme pour presque toutes les guerres précédentes, le Congrès a commencé à réduire assez rapidement les fonds alloués à la marine. Les coupures n'étaient pas aussi mauvaises qu'elles l'avaient été lors des guerres précédentes, mais elles étaient tout de même assez substantielles. De plus, les équipages, qui s'étaient engagés à servir pendant toute la durée de la guerre, voulaient vraiment rentrer chez eux et il y avait une longue file de navires à désactiver. Cela a été aggravé par le fait que la marine américaine a mis en place un système de points de démobilisation. Après avoir accumulé un certain nombre de points, vous pouvez être démobilisé et rentrer chez vous. Malheureusement pour le projet de la flotte de réserve, les équipages les plus expérimentés qui connaissaient le mieux les navires étaient généralement ceux qui avaient servi le plus longtemps et la durée du service était l'un des facteurs clés pour accumuler vos points de démobilisation et donc la marine américaine a trouvé de nombreux marins expérimentés rentrant chez eux, les laissant soit avec les marins de longue durée de service dont ils avaient besoin pour maintenir la flotte active en fonctionnement, soit avec un groupe de marins relativement moins bien formés et moins expérimentés qui étaient bien sûr un peu moins efficaces dans le processus de mise en réserve des navires. Des embouteillages fluviaux sont apparus. Alors que les navires faisaient la queue et que les équipages partaient, de très petits équipages squelettiques étaient laissés à sauter entre les navires, juste pour s'assurer qu'ils ne dérivaient pas avec le courant, la marine étant forcée d'appeler des ouvriers de chantier naval civil pour aider au processus. Bien sûr, la plupart de ces travailleurs n'avaient jamais mis les pieds à bord d'un navire de guerre actif de la marine américaine, et cela a encore ralenti le processus. Tout cela signifiait que le processus coûtait de plus en plus d'argent, et l'argent était quelque chose que la marine américaine était en train de manquer rapidement. Par conséquent, le plan à 3 niveaux a été abandonné. La flotte active serait considérablement plus petite que ce qui avait été initialement prévu, et tout le reste irait en réserve s'il n'était pas prévu de l'expédier. En l'espace de quelques années, 12 des navires de classe Essex et 9 des 10 cuirassés modernes de la marine américaine se sont retrouvés en réserve. Seul le Missouri s'est retrouvé encore en service actif pour représenter cette dernière classe. L'ampleur du processus était telle que pratiquement tous les croiseurs américains antérieurs au Portland ont été démantelés, et presque tous les croiseurs lourds du Portland à certains de la classe Baltimore, presque neufs, ont tous été mis au repos dans divers mouillages. L'histoire était à peu près la même pour les croiseurs légers. Les Brooklyn côtoyaient les Clevelands qui n'avaient à peine vu une seule commission, et les destroyers étaient encore plus hilarants. La plus grande ancienne classe représentée était celle des Benson, mais la grande majorité des Fletchers produits se retrouvaient à l'arrêt, tout comme certains des Summers et Goering. Cette désactivation monumentale a été confrontée à 3 problèmes principaux, le plus grand étant bien sûr l'humidité. L'humidité causait de la rouille, l'humidité causait de la moisissure, l'humidité causait du pourrissement, et l'air marin était assez chargé d'humidité. Deuxièmement, il y avait beaucoup d'équipements délicats à bord des navires, encore plus qu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Le radar, l'équipement de communication électronique, certaines des machines les plus fines,
de nombreux équipements électriques qui étaient maintenant beaucoup plus nombreux, ainsi que d'autres équipements sensibles tels que les ordinateurs de contrôle des incendies étaient tous à bord du navire. Ils seraient également exposés aux éléments et ils se briseraient beaucoup plus facilement que la structure principale du navire. Rien ne garantissait que ces éléments étaient démontés et entreposés dans des installations terrestres, ce qui compliquerait évidemment la remise en service des navires. Que les installations à terre offriraient beaucoup, voire aucune, meilleure protection que de simplement les laisser sur les navires eux-mêmes. Et enfin, il a été constaté que simplement lancer d'énormes quantités de graisse sur tout ce qui était exposé et censé bouger n'était pas réellement une solution viable. Pour une chose, sur une longue période, cela ne tendait pas à fonctionner, et pour une autre chose, même quand cela fonctionnait sur des périodes plus courtes, c'était un véritable cochon pour tout enlever afin de remettre le navire en mouvement. Heureusement, grâce à une avancée technologique qui a permis le développement et l'installation de déshumidificateurs électriques, une étincelle brillante dans la marine américaine a eu une idée brillante. Au lieu de retirer l'équipement du navire, pourquoi ne pas retirer l'équipement dans le navire, puis sceller le navire et transformer le navire lui-même en une bulle hermétiquement scellée dans laquelle toutes les pièces délicates, y compris bien sûr tous les internes du navire, pourraient être bien conservées. Le processus pour faire cela semble relativement simple sur papier, mais était bien sûr assez vaste et assez délicat en pratique. Tout d'abord, le navire serait révisé, toute la machinerie devrait être inspectée et nettoyée, puis un film mince d'antirouille en spray serait appliqué. Contrairement aux énormes gobes de graisse qui avaient été utilisés dans le passé, c'était une substance cireuse qui était dissoute dans un solvant pour une pulvérisation facile. Vous le vaporisiez simplement partout, le solvant s'évaporait et une fine couche d'un scellant semblable à de la cire restait sur toute la machinerie. Cela ne prenait pas autant de masse ou de volume que la graisse avait pris, et plus important encore, lorsque vous redémarriez la machinerie, elle fondait simplement en un peu de lubrification supplémentaire. Une fois cela fait, l'étape suivante était la fumigation pour empêcher les rats de manger tout ce qui était organique et de grignoter éventuellement certaines choses qui ne l'étaient pas pendant que le navire était en stockage. Ensuite, les écoutilles et les hublots extérieurs étaient fermés afin de garder l'intérieur du navire étanche. Là où il y avait des pièces d'armement majeures en place, comme des canons de 5 pouces, 6 pouces, 8 pouces, 14 ou 16 pouces, ceux-ci seraient recouverts d'une sorte de treillis en plastique. Cela permettait de protéger les éléments des zones où les canons entraient, évidemment, par leur monture de tourelle. Là où les canons pouvaient être retirés, comme les canons de 20 mm au Lacan, ils étaient démontés et emmenés en dessous. Là où les canons étaient un peu trop gros pour être déplacés confortablement, comme les canons Bofors de 40 mm, mais trop exposés pour ne pas pouvoir être simplement partiellement scellés, comme les canons de 5 pouces ou les canons de cuirassé, de grands dômes étaient érigés, ce qui faisait ressembler de nombreux navires de la flotte de réserve américaine à rien de plus qu'une colonie d'igloo. Ces dômes hémisphériques, ou dans certains cas entièrement sphériques, étaient également appliqués à certains des plus grands équipements électroniques tels que les antennes radars. Dans ces espaces réduits et clos, des sachets de gel de silice absorbaient l'humidité résiduelle. Le grand dilemme concernait les zones sous le pont des navires eux-mêmes. Il fallait laisser suffisamment de trappes ouvertes pour garantir une circulation d'air à travers tout le navire, afin que l'humidité puisse être évacuée et de l'air sec admis, mais en même temps, évidemment, vous ne vouliez pas laisser toutes les trappes ouvertes car, alors même la plus petite fuite pourrait entraîner le naufrage du navire avant que quiconque sache ce qui lui était arrivé. Une fois que chaque navire a été soigneusement divisé en zones de telle sorte que la violation d'une seule zone n'entraînerait pas le naufrage du navire, il était temps de penser à la circulation de l'air. Bien sûr, avec les trappes fermées, cela posait un petit problème, mais encore une fois, dans un autre éclair de génie, quelqu'un a réalisé que si vous vidiez le système de lutte contre l'incendie du navire, qui était bien sûr censé pouvoir fournir de l'eau partout sur le navire, vous pourriez à la place y pomper de l'air, et ce système faisait partie du système de contrôle des dommages, et ne serait donc pas affecté par la fermeture des trappes. À ce système étaient connectées les nouvelles unités de déshumidification électronique. La conception de ceux-ci n'a pas vraiment évolué depuis environ 80 ans.
Un lit de gel de silice ou un autre agent desséchant similaire aurait de l'air aspiré à travers lui par un ventilateur. Cela entraînerait l'extraction de l'humidité et l'air sec résultant à l'autre extrémité serait renvoyé à travers le navire. Les systèmes des navires de réserve avaient une fonctionnalité additionnelle. Il y avait en fait deux ensembles de dessicants à l'intérieur de la machinerie. L'un serait utilisé pour sécher l'air à l'intérieur du navire, l'autre serait chauffé par un élément chauffant électronique évaporant ainsi l'eau piégée à l'intérieur, et cet air fortement chargé d'humidité serait expulsé du navire via un système d'air séparé. Une fois que le plateau de dessicant qui était en train d'être séché était entièrement prêt à être réutilisé, il pouvait être échangé à nouveau assez facilement et le plateau de dessicant qui avait été utilisé pour absorber l'humidité à l'intérieur du navire prendrait sa place dans la zone de séchage. Tant qu'ils étaient alimentés en électricité, un équipage très minimal pouvait les surveiller en un seul endroit central et s'assurer simplement que les plateaux étaient échangés. Cela signifiait que, par exemple, un destroyer n'avait besoin que d'une unité, un croiseur aurait besoin de 3 unités, un cuirassé ou un porte-avions de flotte aurait besoin d'un assez impressionnant 8 unités. Une période de presséchage initial à l'aide de boîtes de dessicants et de pompes portables, ainsi que de certaines unités de déshumidification portables, permettrait d'éliminer l'excès d'humidité dans des endroits vraiment difficiles à atteindre et très humides comme la cale, certaines formes de tuyauterie et des morceaux de machine, afin de faciliter un peu le travail de l'unité de conservation. Dans certaines zones du navire qui ne pouvaient pas être maintenues ouvertes d'une manière ou d'une autre, comme les réservoirs de carburant, des dessicants étaient laissés, tandis qu'ailleurs, quelques capteurs étaient installés et ainsi une visite toutes les 12 heures environ par un membre d'équipage permettrait de vérifier depuis un seul endroit comment le navire se comportait. De cette façon, un destroyer pourrait être entretenu avec une facture d'électricité d'environ $100 par an. Quelque chose comme un porte-avions ou un cuirassé serait environ 10 fois plus cher, mais c'était toujours un prix d'aubaine lorsqu'il s'agissait de préserver les actifs de plusieurs millions de dollars que représentaient les navires de guerre de la marine américaine. Tout ce travail de préparation s'avérerait très bénéfique quelques années plus tard. Alors que tout le monde se préparait pour le début des années 50, la guerre de Corée a éclaté, ce qui est bien sûr à peu près à la fin de la période que couvre cette chaîne. Mais elle a trouvé la marine américaine active comme une simple ombre de ce qu'elle avait été en 1945. Dans le Pacifique occidental, par exemple, il y avait précisément un porte-avions, le United States Ship Valley Forge de classe Essex. Pour être juste, la marine américaine se concentrait principalement sur la menace perçue de l'Union soviétique, déployant la majorité de ses forces dans la flotte de l'Atlantique. Mais quand même, un seul porte-avions était tout ce qui était disponible pour répondre. Il y avait aussi le croiseur lourd United States Ship Rochester, le croiseur léger United States Ship Juno et une douzaine de destroyers, plus une poignée de navires amphibies et de soutien, et c'était tout. Presque tous les atouts de la marine américaine ont été appelés. L'United States Ship Philippine Sea et l'United States Ship Boxer se sont dirigés là-bas, tout comme le porte-avions d'escorte Badong Strait. Avec ceux-ci viendraient les croiseurs Helena, Manchester et Worcester, avec le cuirassé Missouri et le porte-avions Leyte Gulf, qui arriverait un peu plus tard, mais tous ces navires prendraient des semaines pour arriver et représentaient en outre pratiquement toute la force que la marine américaine pouvait engager à ce moment-là dans la guerre de Corée sans épuiser de manière fatale la force principale de la flotte de l'Atlantique. Mais c'est ici que la marine américaine a pu jouer sa carte de réserve, la flotte de réserve. Les préparations pour maintenir les navires intacts s'étaient bien déroulées, et lorsque les équipages sont arrivés pour commencer le processus de remise en service des navires, ils ont constaté que c'était aussi facile qu'ils l'avaient prévu pour remettre ces navires en service. En l'espace de quelques mois, les 3 autres cuirassés de classe Iowa, le New Jersey, le Wisconsin et l'Iowa lui-même, divers porte-avions, de nombreux croiseurs et encore plus de destroyers et d'autres navires ont commencé à s'échauffer, à hisser les drapeaux et à prendre la mer à travers le Pacifique. En l'espace de 9 mois, 381 navires, plus que l'ensemble de la flotte active de la marine américaine à l'époque, avaient été réactivés, équipés et envoyés au combat.
Avec la fin de la guerre de Corée et l'installation de la guerre froide de manière significative, la marine américaine recevrait bien sûr un financement quelque peu supérieur du Congrès qu'elle ne l'avait fait dans la dernière partie des années 1940, mais l'utilité de la flotte de réserve avait été bien démontrée. Les procédures avaient prouvé leur valeur, et bientôt, bien que de nombreux navires retournaient en réserve, plusieurs d'entre eux allaient entrer et sortir de commission pendant de nombreuses années à venir, et bien sûr, certains d'entre eux sont toujours avec nous aujourd'hui, ayant été si bien préservés au cours de plus d'un demi-siècle. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez un commentaire ou une suggestion pour un navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de commenter le post épinglé pour les questions de cale sèche.